Bienvenue à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Et comme toujours, merci à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, sur Patreon, ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. La zone euro pourrait bien se diriger tout droit vers sa prochaine grande crise financière. Et celle-ci pourrait être la plus grave. L'Europe a traversé crise après crise au cours des 2 dernières décennies. L'effondrement financier mondial, puis la crise de la dette souveraine, la pandémie, l'explosion de l'endettement, une inflation persistante. Mais voici ce qui est inquiétant. À chaque fois, l'Europe a réagi juste assez pour survivre, juste assez pour s'en sortir, sans résoudre les problèmes structurels profonds qui rendent l'euro vulnérable à la base. Et en ce moment, ces vulnérabilités s'accumulent. Alors que l'Union européenne continue de se militariser et de réduire les programmes de dépenses sociales au profit de nouveaux bunkers et de plus d'armes, elle est clairement engagée dans une spirale descendante et a peut-être déjà dépassé le point de non-retour. L'euro, en tant que monnaie commune à 20 pays, avait été conçu à l'origine comme une pierre angulaire de l'unité européenne et de la puissance économique. À bien des égards, il a réussi. Il a simplifié le commerce, stimulé les investissements transfrontaliers et est devenu un symbole fort de l'intégration européenne. Mais dès le départ, l'euro a été construit sur des bases incomplètes. Et voici ce que je veux dire. De nombreux économistes soutiennent que le plus grand défaut est une union monétaire sans union fiscale. C'est comme partager un compte bancaire avec vos voisins, mais en laissant chacun dépenser comme il veut, autant qu'il veut, sans aucune responsabilité, sans aucune règle commune sur qui va payer les factures à la fin du mois. Ça fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, ça marche jusqu'à ce que quelqu'un dépense trop, et alors tout le monde doit payer. Les architectes originaux de l'euro avaient très bien compris cela. Ils savaient que c'était un risque. Ils ont créé la Banque centrale européenne, ou BCE, et lui ont donné une seule mission, maintenir la stabilité des prix. C'est la mission principale de la BCE, pas de soutenir les gouvernements nationaux, pas de renflouer les pays, pas de financer des guerres par procuration, juste lutter contre l'inflation et le faire efficacement. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Par exemple, plus tôt cette année, Ursula von der Leyen a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, alors que ses économies sont en chute libre. Par exemple, l'économie allemande s'effondre alors que le pays continue de se désindustrialiser dans un contexte de troubles politiques et de tensions sociales. Le gouvernement de Macron en France ne tient qu'à un fil, alors que la dette du pays explose. Le 3e plus grand pays de la zone euro se retrouve sur une trajectoire de dette publique insoutenable. Ainsi, les 3 plus grandes économies de l'Union européenne sont littéralement en difficulté, pendant que les dirigeants européens approuvent des milliards d'euros de dépenses militaires pour vous entraîner dans une guerre en Europe de l'Est afin de maintenir leurs économies à flot. En gros, nous avons abordé tout ce qui concerne la paix et la force. Et bien sûr, les garanties de sécurité sont d'une importance capitale pour l'Ukraine, mais il nous faut des garanties de sécurité globales. Cela signifie que nous devons placer l'Ukraine en position de force afin qu'elle dispose des moyens de se renforcer et de se protéger, de la survie économique à la résilience militaire. Il s'agit essentiellement de transformer l'Ukraine en un hérisson d'acier, indigeste pour d'éventuels envahisseurs. Par conséquent, l'accent n'est pas seulement mis sur l'approvisionnement militaire, mais aussi par exemple sur la sécurisation du système énergétique et sur le fait de s'assurer qu'avec le temps, il s'agira d'un pays fort et résilient. Le déficit annuel de la France, prévu à 5,5% du PIB en 2025, atteindra 6,1% du PIB d'ici 2030, moment où la dette publique totale s'élèvera à 128% du PIB.
Regardez, même les perspectives économiques de l'Allemagne semblent meilleures que celles de la France. Le FMI prévoit toujours que le déficit budgétaire allemand augmentera régulièrement, passant de 3% du PIB à plus de 4% du PIB d'ici 2030, alors que Berlin lance une vague de dépenses dans les infrastructures et la défense. À titre de comparaison, selon Politico, dans les années précédant la pandémie, le pays présentait systématiquement un budget à l'équilibre ou en léger excédent. Nous avons donc l'Allemagne, la plus grande économie de l'UE, la France, la deuxième, et l'Italie, la troisième, toutes engagées sur cette trajectoire insoutenable. Et cela semble clairement dangereux pour l'avenir de l'euro. D'autant plus que la Banque centrale européenne n'achète plus les obligations des pays membres à l'échelle massive qu'elle avait adoptée après la récession provoquée par la pandémie. Lors de la création de l'UEPLE, les États membres s'étaient engagés à maîtriser leurs dettes et leurs déficits. Et si l'un d'eux rencontrait des difficultés, il devrait s'en sortir seul. Pas de plan de sauvetage. Mais c'est là que cet accord s'est effondré. Les créateurs de l'euro n'ont jamais clairement défini ce qui devait se passer si un pays faisait défaut sur sa dette. Ils n'avaient pas envisagé que des économies avancées comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne puissent être confrontées à ce type de crise. Et ils n'ont jamais mis en place de véritables outils de gestion de crise pour faire face aux défauts de paiement souverain ou aux effondrements bancaires dans l'UE. Ainsi, lorsque la crise est survenue, d'abord le crash financier mondial de 2008, puis la crise de la dette souveraine de la zone euro en 2010, le système a plié, puis a encore plié. Et à chaque fois, c'est la Banque centrale européenne qui est intervenue pour maintenir la cohésion. La BCE, qui était censée rester au-dessus de la politique, est devenue de facto le gestionnaire de crise de toute la zone euro. Son bilan a explosé, avec des actifs risqués et de la dette publique. En conséquence, la BCE détient désormais un portefeuille énorme d'obligations souveraines. De nombreuses banques de la zone euro en détiennent aussi, car pendant des années, les banques ont été autorisées à considérer la dette publique comme totalement sans risque. Cela signifie que si un pays fait défaut, les banques se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, tout comme lors de la dernière crise. Pendant ce temps, les dettes nationales ont explosé, la croissance est stagnante, la bureaucratie et les réglementations étouffent l'innovation, et plus dangereusement encore, l'incitation des gouvernements à être responsables sur le plan budgétaire s'est effondrée, car beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui confrontés à une instabilité politique importante. Les gouvernements empruntent massivement, les banques accumulent de la dette souveraine et les investisseurs partent du principe que la BCE interviendra quoi qu'il arrive. Mais que se passera-t-il si la prochaine crise est plus grave que ce que la BCE peut gérer? Et si un défaut souverain déclenchait un effondrement bancaire généralisé? Ce ne sont plus des questions hypothétiques. Ce sont des risques bien réels, alors que l'Italie, l'Allemagne, la France et d'autres pays européens continuent de rencontrer des difficultés économiques et se retrouvent sur une trajectoire budgétaire, politique et économique insoutenable. Parce que dans le pire des scénarios, si un grand pays européen fait défaut, et je viens de mentionner que la France et l'Italie portent déjà des charges de dette très lourdes, l'inflation grimperait en flèche et l'Europe ferait probablement face à un effondrement financier chaotique. Dites-moi ce que vous pensez de ces développements récents et si vous croyez que l'UEML sera capable de gérer tout ce que la vie lui réserve. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous lire. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail, je vous en serai très reconnaissant. Profitez du reste de votre journée. Prenez soin de vous. Enjoy the rest of your day. Take care.